Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J, dont vous êtes l'invité Carl Olive. Bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors à 2 jours des élections américaines, le monde retient son souffle. Qui de Donald Trump ou de Kamala Harris succédera à Joe Biden? Avec quelles conséquences pour l'Europe, pour le monde et pour les conflits en cours en Ukraine ou au Proche-Orient? Et puis aussi la situation en France, vous êtes député, avec une coalition, ce socle commun auquel vous appartenez, qui a enchaîné les revers à l'Assemblée au cours des débats sur la partie recettes du budget 2025. Cette première partie de la séquence budgétaire n'a-t-elle pas démontré les limites de votre coalition et comment envisager la suite? Et donc, pour commencer, Carl Olive, les élections américaines, vous êtes Trump ou Harris? Voilà, je suis une petite poussière par rapport à. Oui, mais vous avez sans doute un avis sur la question. Ce que je constate, c'est que Monsieur Trump est capable de garantir la paix sans forcément la proposer, et Kamala Harris prône la paix sans forcément la garantir. On voit bien ce qui se passe, quel est l'enjeu outre-Atlantique. C'est que on annonce d'ores et déjà aujourd'hui que si Monsieur Trump venait à l'emporter, il y aurait tout de suite un accord vers la Russie, et donc des difficultés de l'Ukraine d'un côté. Si Monsieur Trump et donc pour l'Europe? Pour l'Europe, bien sûr, sur le vieux continent. Et c'est ce que j'allais dire. Et derrière, il y a aussi, je dirais, des frais de douane, des taxes aux douanes qui seraient colossales et qui viendraient perturber les ententes. On prédit une guerre commerciale États-Unis-Europe. C'est un peu ce qu'on entend, et avec une réponse dent pour dent de la part du vieux continent, et qui serait apte à mettre des taxes de douane. Est-ce que c'est juste de dire que pour l'Europe, c'est un défi existentiel, ces élections américaines? Je ne sais pas si c'est un défi existentiel, Frédéric Aziza. Ce que je sais, c'est que c'est un défi, effectivement, européen dans les futures relations que nous avons à avoir avec l'outre-Atlantique, avec un partenaire historique qui a tant donné pour la pacification du vieux continent. Alors justement, pacification du vieux continent, l'autre grande question est la sécurité européenne, avec cette menace de Trump de quitter l'OTAN. Est-ce juste de dire que l'Europe est en danger? Aujourd'hui, l'Europe doit se poser un certain nombre de questions par rapport à l'avenir de son vieux continent, eu égard à ce que Trump prolifère sur, entre guillemets, les attaques, en tout cas les provocations dont on a entendu parler pendant cette campagne. Alors, autre question, certains disent, peut-être que si Trump arrive ici, il pose des conditions à son maintien dans l'OTAN, ça peut être une chance pour l'Europe, ça pourrait être l'occasion d'un sursaut. C'est vrai ou pas? On a besoin d'un nouveau logiciel, d'ailleurs, comme dans le pays, on y reviendra, Frédéric Aziza, mais je pense que l'Europe a besoin aussi presque d'un coup de pied dans la fourmilière pour arrêter de tergiverser, notamment dans ses relations sur les deux partenaires historiques que sont la France et l'Allemagne. Si ça pouvait être un mal pour un bien, alors pourquoi pas? Et vous, d'ailleurs, vous seriez aux États-Unis, voteriez pour Trump ou pour Harris? C'est compliqué de répondre. C'est compliqué en 10 secondes de répondre à cette question. Alors 20 secondes. Non, mais c'est compliqué de dire ça, surtout quand on n'appartient pas à ces communautés. Ce que je sais, c'est que rien ne laisse indifférent. Ce que je sais, c'est que, je le disais il y a quelques temps, on est des petits joueurs par rapport aux attaques en bonne et due forme que les uns et les autres se renvoient. Moi, je suis heureux d'être français aujourd'hui, même si on y reviendra. Je n'aime pas du tout la guerre de forme que parfois nous nous renvoyons les uns les autres. Mais quand je vois ce que s'envoient et M. Trump et Mme Harris aujourd'hui, oui, on est des petits joueurs. C'est pas forcément l'exemple que je prendrais. Enfin, on voit de tels exemples en France. C'est vrai, vous avez raison. Vous êtes député, vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On va y revenir. On va y revenir. Un mot aussi, puisque vous êtes lié à ce pays, sur les inondations en Espagne qui se soldent par un bilan très lourd, au moins 213 morts. Avec la responsabilité du gouvernement local, de la région, pointée du doigt pour sa ligne climato-sceptique. Et donc, sans doute à l'origine de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, merci de me poser cette question, Frédéric Aziza, parce que j'aime beaucoup l'Espagne. Je soutiens le peuple espagnol. Je suis vice-président du groupe France-Espagne, groupe d'amitié France-Espagne à l'Assemblée nationale, avec mon collègue Stéphane Vojetta, qui en est le président. On voit bien les limites du fonctionnement, je dirais, de l'Espagne aujourd'hui, avec les régions qui sont totalement... qui ont beaucoup de pouvoir. Autonomes par rapport au pouvoir central. Ça n'a rien à voir avec les régions françaises. On est bien d'accord. Aujourd'hui, elles sont pointées du doigt par rapport à leur inaction. Alors, on va d'abord dire que c'est très facile
de donner l'arrivée du tiercé après la course. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que on note, entre guillemets, peut-être un manque d'anticipation, mais un manque d'anticipation, comme parfois on le voit aussi ici, avec des climato-sceptiques qui prennent le pas sur la réalité. Mais là, il y a eu des ce qu'on- choses qui se sont passées avant cette inondation. Des alertes qui n'ont pas été considérées par le gouvernement Oui, local. c'est facile de le dire après coup. Il s'était rien passé depuis des années. Et effectivement, aujourd'hui, on a un mur de réalité qui s'impose à nous, qui est effectivement celui du changement climatique. Et est-ce que ça ne démontre pas aussi les limites de la décentralisation? Et là, c'est la régionalisation. Oui, ça démontre qu'à un moment donné, quand on décentralise, il faut aussi qu'on ait à faire face à des responsabilités. La décentralisation ne peut pas être simplement isolée par rapport au pouvoir et aux conséquences qu'elles peuvent engendrer. Un tel scénario, ça peut se produire en France ou pas? J'espère pas. J'espère pas, mais il faut bien se garder de donner des leçons de morale. Et moi, je veux absolument pas aller sur ce sujet-là. Ce que je veux dire, c'est que on doit être en soutien, évidemment, du peuple espagnol. On se tient à ses dispositions. Le gouvernement, notre gouvernement, l'a dit. Je le dis aussi avec mon collègue Stéphane Vogetta. On est avec la protection civile. Je pense qu'il faut que les aides et le soutien qu'on doit pouvoir apporter doit être organisé, sans quoi il viendra plus piper les dés qu'autre chose. Alors, on reste en France, puisqu'on parlait de décentralisation, avec le débat sur le budget 2025, qui a montré les limites de la coalition, dans la mesure où le NFP, le nouveau Front populaire, a été en mesure de faire adopter de nombreux amendements. Cette première partie de la séquence budgétaire, vous en avez pensé quoi? Que c'est un désordre, mais Un désordre ou un désastre? Non, les deux, mon capitaine. Ouais. C'est un désordre et un désastre, mais qui était joué d'avance, dans la mesure où le nouveau Front populaire, d'ailleurs comme dans une certaine mesure le Rassemblement national, deviennent majoritaires sur des alliances parfois de plein gré ou à l'insu de leur plein gré d'ailleurs, c'était joué d'avance. Mais pour autant, on est face à un mur, encore une fois, qui est devant nous, qui est celui de la dette. Le gouvernement Barnier, et moi je ne connais pas M. Barnier, mais je soutiens M. Barnier. Je soutiens M. Barnier parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'alternative par rapport à cela. Les Français ont voulu finalement une coalition, à l'instar de ce qui se passe en Allemagne, en Italie, en Scandinavie. Avec une différence, c'est qu'en Belgique. Allemagne et en Italie, les négociations ont lieu avant les élections. Oui, mais elles entraînent un nouveau logiciel, Frédéric Aziza. On ne connaît pas ce logiciel en France. On ne connaît pas ce logiciel pour une bonne et simple raison. Les partis ont toujours été beaucoup plus importants que le pays. C'est fini, ça. Et moi, je déplore le fait que si Madame Le Pen me dit que le soleil est jaune, il faille lui dire non, Madame Le Pen, le soleil est vert, parce que je ne fais pas partie du même parti Alors politique. vous dites, je continue. Oui. De la même manière, si Raquel Garrido me dit que l'instruction des jeunes se fait à l'université et pas au pied d'immeuble, Rachel Garrido, ancienne de LFI, de l'orchestre de M. Mélenchon, il faudrait que je dise le contraire. Eh bien non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut un nouveau logiciel. Il y a un nouveau logiciel, vous dites je soutiens le gouvernement Barnier, mais pourtant, on a notamment vu des articles du gouvernement critiqués conjointement par Renaissance, votre parti, et par LR. Mais Frédéric Aziza, c'est pas parce qu'on soutient le gouvernement... Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce qu'on soutient un gouvernement qu'on est d'accord avec tout ce qui s'y passe. Et Michel Barnier, qu'est-ce qu'il a souhaité? Il a souhaité qu'il y ait un débat parlementaire. Il a souhaité qu'on puisse nourrir le texte, qu'on puisse l'ajuster, mais pas en taxant en long, en large, en travers, comme veut le faire LFI, ou sur une décision qui est passée lors de ce première partie, qui est le retrait de la contribution européenne de la France, proposée par le Rassemblement national. On sait que ça n'ira pas au bout. C'est une sorte de Frexit, quoi. Oui, ça peut déboucher sur un Frexit. Mais c'est surtout un numéro de claquette pour pouvoir attiser son propre électorat, que ce soit l'électorat de la France Insoumise ou l'électorat du Rassemblement National. Je pense que c'est pas responsable. Si je me mets de leur côté, c'est bien joué, c'est très bien joué à court terme, de façon éphémère, mais on sait que tout cela n'ira pas au bout, parce qu'il nous faut un budget responsable. Donc ça veut dire que là, il faut 49.3 ? À un moment donné, à mon avis, il y aura le 49.3. En fin de parcours parlementaire, il y aura le 49.3. Ou alors que ces personnes-là aillent au bout et qu'elles renversent le gouvernement et on mettra une pièce dans le jukebox. C'est pas responsable. À un moment donné, il y aura en fin de parcours, il y aura effectivement le 49.3 et Michel Barnier constatera qu'il est allé au bout du bout. Et moi, je serai effectivement aux côtés de ce gouvernement pour dire que on avait des ajustements qu'on pouvait faire. Manifestement, c'est par vent contraire et qui n'ont pas pu avoir lieu, sauf à avoir des taxations, des propositions totalement dithyrambiques, et c'est juste pas possible. Alors, une séquence budgétaire, vous dites c'est pas responsable, justement, qui s'est déroulée dans un
hémicycle de l'Assemblée où les députés du bloc central brillaient par leur absence. Est-ce que c'est une attitude responsable ou irresponsable ? Frédéric Aziza, vous faites votre émission aujourd'hui. Vous êtes sur votre plateau. On est dans l'hémicycle. Quand vous n'êtes pas sur le plateau, vous ne glandez pas. Vous préparez votre émission. Mais quand il y a un débat important. Oui, mais c'est la même chose. Par exemple, il y avait la commission des affaires sociales qui se tenait en même temps que l'analyse du budget. Mais après, disons les choses. On sait pertinemment qu'un certain nombre de propositions qui sont totalement contre-productives vont être adoptées en hémicycle par un accord de circonstance entre la France insoumise ou le Rassemblement national. Il y a des moments où je pense qu'on est plus utile en commission, ou parfois même, je le dis, en circonscription, pour aller effectivement, sentir le cul des vaches. Donc vous dites vivement le 49.3. Hein. Je dis pas vivement le 49.3. Je dis que les Français regardent ce qui se passe dans l'hémicycle et voient aussi à leur côté que là où on propose et où le gouvernement disait c'est 40 milliards de réduction de dépenses et que la France insoumise peut en proposer 20 milliards de plus, c'est irresponsable. Et c'est bien que les Français constatent qu'effectivement, la France insoumise n'est pas du tout responsable dans l'hémicycle. Or, ce ne serait pas une première. Hein. Alors, la ministre Catherine Vautrin promet qu'il n'y aura pas de retour de la taxe d'habitation, c'est dans ce domaine de compétences. Vous qui avez été maire, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ? Ou est-ce que vous regrettez la disparition de la taxe d'habitation ? Alors moi, je regrettais la disparition de la taxe d'habitation pour une simple bonne raison, parce que je pense que c'est de la justice et de la justesse sociale. Je m'explique. Quelqu'un qui est propriétaire dans une ville et qui vient inscrire aujourd'hui son gamin au conservatoire pour de la musique ou au football pour l'association, à qui on dit « il n'y a plus de place, monsieur », et qu'une majorité d'autres personnes ont été inscrites et qui ne payent aucune taxe dans la collectivité, je pense qu'il y a de l'injustice. Donc je regrettais cela. La taxe d'habitation a été, je cherche mon mot, a été prorogée à l'euro près. Oui, sauf qu'aujourd'hui, vous avez des services publics, et c'est pour ça que Mme Vautrin le propose, vous avez des services publics qui sont totalement gratuits pour les administrés. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir effectivement qu'il y ait une espèce un écho qui puisse être donné lorsque vous êtes consommateur-payeur. Je pense qu'il faut qu'on aille vers... Sous quelle forme et dès 2025 ? Ah oui, moi je pense dès 2025, parce qu'aujourd'hui, les collectivités locales vont être exsangues, alors qu'elles sont, à la différence de l'État, chaque année à l'équilibre, parce qu'elles rendent un budget à l'équilibre. On devrait prendre exemple sur les collectivités locales. Collectivités locales ou plutôt mairies ? Je pense. Oui, mais c'est une collectivité locale. Oui, mais plutôt les mairies. Les mairies, évidemment. Les maires de France, systématiquement, rendent un budget à l'équilibre. Alors, une actualité en France marquée aussi par une succession de faits divers. Carl Olive, comme cette fusillade à Poitiers sur fond de trafic de drogue, toujours le trafic de drogue, qui a provoqué la mort d'un adolescent hier. Bruno Retailleau, qui parle de narco-racaille, veut notamment lancer une campagne pour responsabiliser les consommateurs de drogue. Les consommateurs des complices du trafic de drogue et des trafiquants ou pas ? Bien sûr. Quand on a 5 millions de consommateurs en France, on est évidemment complice directement ou indirectement. Quand on a 240 000 trafiquants de drogue qui opèrent à un juteux chiffre d'affaires de près de 3,5 milliards, évidemment qu'il y a une complicité qui est faite. Vous vous souvenez que Gérald Darmanin est le premier à avoir parlé de la complicité des consommateurs avec le trafic de drogue. Il avait raison, Gérald Darmanin. On avait entendu des critiques concernant ces paroles de l'ancien ministre de l'Intérieur. Oui, mais Gérald Darmanin, il a souvent raison. Hein. Il a souvent raison, peut-être trop tôt, mais il a souvent raison. Et pourquoi ? Parce que c'est un homme de terrain. Il a été maire, il a été conseiller régional, il a été ministre, et il y a du bon sens dans ce que dit. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Quand vous dites, quand Gérald Darmanin, quand Bruno Retailleau disent les consommateurs sont des complices. Qu'est-ce que ça implique ? D'abord, moi, je pense que ça implique de la responsabilité. On parlait des maires de France, de la responsabilité des maires de France. Moi, je les soutiens à 2000%. J'ai été maire. Je constate simplement quelques petites choses. Le maire de Grenoble, comme la maire de Poitiers, et c'est pas du tout un jugement, c'est un constat, qui ne font pas suffisamment d'efforts dans l'investissement des caméras de vidéoprotection qu'ils peuvent faire sur leur propre budget et qui sont simplement à dire on attend tout de l'État, ça ne peut pas continuer.
Ça ne peut pas continuer. Aujourd'hui, on a la possibilité, quand on est maire, de pouvoir Mais recruter ceux de qui la prennent la police. décision, on peut pas leur imposer. Bien sûr que c'est eux qui prennent la décision. Mm. Mais le recrutement des policiers municipaux, c'est pas une histoire de l'État ou d'un gouvernement. C'est une histoire politique, une volonté politique d'un maire. De la même manière pour l'investissement de ce qu'on appelle des CSU, des centres de supervision urbains, comme vous en avez ici, avec des caméras de vidéoprotection. C'est la décision Mais du maire. est-ce qu'il y Ça a- ne fait pas tout. Je voudrais Ouais. terminer. Ça ne fait pas tout, Frédéric Aziza. Mais ce sont des outils de dissuasion. Il faut que ce soit ajusté avec de la prévention spécialisée. Moi, je suis pas pour le tout répressif. Avant le répressif, il y a le mot prévention. La prévention spécialisée, avec des associations de quartier. C'est ce qui se passe dans un certain nombre de collectivités. Je ne veux pas beaucoup parler de Poissy, mais on a baissé la Votre délinquance ville, hein. de 30% dans ma ville, dans ma belle ville de Poissy, dans l'ouest parisien. On a baissé de 30% la délinquance, et notamment la délinquance juvénile. Comment ? En étant dans une réciprocité de droits et de devoirs. Et à un moment donné, j'ai fait ce qu'on appelle le pouvoir d'achat citoyen, c'est-à-dire que nous donnions la possibilité aux jeunes entre 12 et 17 ans d'avoir des réductions de 30 € et de 50 € sur le sport ou la culture, en échange d'un simple bon comportement citoyen. Mais Frédéric Aziza, à 2 h du matin, quand vous avez un gamin de 12 ans qui pète un abribus, on va pas l'embrasser sur la bouche. Il faut qu'on aille taper au portefeuille des familles pour les responsabiliser. Et on en revient au trafic de drogue. Hein. Bruno Retailleau, il craint il a parlé d'une éventuelle mexicanisation de la société française. Si jamais il y C'est avait un risque ou pas? Bien sûr que c'est un risque. Enfin, Est-ce qu'on y est déjà ou pas? Non, mais quand Bruno Retailleau dit ça, le ministre de l'Intérieur, que je soutiens, il veut lancer un électrochoc dans la forme. Si vous faites un micro-trottoir, je ne suis pas sûr que tous les auditeurs ou téléspectateurs sachent que c'est que de la mexicanisation vous allez l'expliquer, hein. d'une collectivité. Ouais. Non, je dis simplement qu'il ne s'agirait pas qu'aujourd'hui, dès l'âge c'est des mineurs, parfois de 12 ans, parfois de 8 ans, deviennent tout simplement des narcotrafiquants en aiguisant des points de deal dans ce qu'on appelle des QPV, des quartiers en politique de la ville, dans les quartiers populaires, comme ça a été le cas à Poitiers. Je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai travail de responsabilisation et on doit avoir une concorde nationale sur le sujet. Nous devons avoir une concorde nationale. Un consensus national. Alors justement, c'est quand même transpartisan, cela. Consensus qui nous conduit, national, qui nous conduit à évoquer le cas d'un député. Le député LFI, Andy Kerbrat, interpellé il y a 2 semaines en flagrant délit d'achat de stupéfiants de la drogue de synthèse MMC à un mineur dans le métro parisien. Le mineur a d'ailleurs été emprisonné depuis. Est-ce que vous dites, comme Bruno Retailleau, qu'il n'est pas tolérable de voir un député acheter de la drogue à un dealer de rue? Et ce député, Kerbrat, peut-il continuer à siéger dans l'hémicycle à vos côtés? Alors, c'est une faute et le député LFiste en question l'a reconnu. Je pense que la première victime, alors peut-être que je suis à contre-courant de ce que vous attendez, la première victime, c'est ce monsieur-là. C'est ce monsieur. Moi, je vais vous dire, je suis un farouche adversaire de la France insoumise et je ne m'en laisse pas compter. Pour autant, je pense que quand on est dans une telle addiction, il y a des questions à se poser. Il y a des addictions à la drogue, il y a des addictions à l'alcool, il y a d'autres addictions. Parce que c'est les camarades de ce député de France Insoumise qui ont dit qu'il y a une addiction, mais quand même une question, puisque vous parlez d'addiction. La drogue utilisée, c'est du MMC. Les médecins disent qu'il n'y a pas d'addiction MMC. C'est une drogue qui est en fait un stimulant dans le cadre des rapports sexuels. La vérité, c'est que ce collègue... C'est la drogue utilisée par Palmade, par exemple. Ouais, la vérité, c'est que ce collègue a fait une erreur, qu'il a reconnu son erreur, qu'il ne devrait pas faire ça. Ça peut arriver. Moi, je ne veux pas faire Philippe Noiret dans le vieux fusil avec un gros bazooka, là. Très peu pour moi. Et Dieu sait si je suis un adversaire farouche. Mais c'est intéressant de vous vous entendre dire ça. Voilà. Hein, c'est intéressant. Au passage, sur l'immigration, sur la sécurité ou sur le trafic de drogue, le gouvernement, il en fait trop ou il en fait pas assez? Il fait ce qu'il a à faire. Et moi, je salue les initiatives de Bruno Retailleau, comme j'ai salué longtemps celles de Gérald Darmanin. On s'aperçoit que c'est pas simple. Il faut à la fois du renforcement de présence de ces personnes-là dans les quartiers. Et je vais même aller plus loin, et je vous le dis. Je pense qu'on devrait tester aussi le mix entre de la police nationale, police municipale et des militaires, pour envoyer un véritable électrochoc dans ce pays lorsqu'il y a de tels drames qui sont malheureusement des drames récurrents. Attendez, justement, c'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire utiliser l'armée contre les trafics de drogue, contre ce que Bruno Retailleau appelle les narco-racailles. On pourrait très bien faire des tests, mais on pourrait très bien tester.
On pourrait très bien tester d'avoir effectivement des militaires qui sont des militaires en collaboration avec la police nationale. Ce sont des gens très professionnels qui sont exemplaires dans leur engagement. Et je pense que s'il y avait des tests qui étaient faits sur ce sujet dans des quartiers en politique Par exemple de la à ville, Marseille, par exemple à Marseille, mais pourquoi pas ici à à Poitiers, Poitiers, il y aura un vrai message qui serait envoyé. les militaires qui servent par exemple pour le Tolérance plan zéro. Vigipirate. Mais bien sûr, Hein les opérations Sentinelle. Enfin, on a un bataillon, c'est le cas de le dire, un bataillon de militaires exemplaires dans notre pays. Je pense qu'à un moment donné, quand on est dans de telles dérives et qu'on assiste à de tels drames comme celui de Poitiers, mais c'est pas le seul, on le voit bien Il y a aussi encore à eu cette Marseille. nuit à Mais Crépol, aucune ouais. stigmatisation par rapport aux villes, ça peut arriver demain partout. Ça peut arriver demain partout, Si Frédéric. j'arrivais à Cazizar. Poitiers, à Poissy, pardon. À Poissy, on a déjà eu malheureusement des rixes dramatiques, Et alors- et notamment instillés par des gamins. Et les policiers nous le disent. Il y a quelques années, ces gamins étaient à distance. Aujourd'hui, ils sont plus à distance. Ils sont au contact. L'armée, elle servira à quoi et quel pourrait être son rôle et de quelle manière il pourrait... En tout cas, ce que je sais, c'est que l'armée, Ouais, quand t'as elle débarque dans des quartiers, c'est pas pour faire de la figuration. On doit pouvoir débusquer des planques d'armes, on doit pouvoir débusquer avec l'armée et le travail conjoint avec la police nationale et municipale. Vous voyez, c'est pas un travail où on est... Donc l'armée les uns à côté contre les des autres. trafiquants de drogue, on est bien Bien d'accord. sûr, Hein bien sûr. L'armée contre les trafiquants de drogue. L'armée avec la police nationale contre les trafiquants de drogue. Pourquoi on n'essaierait pas ? À un moment donné, ces gens-là ne nous respectent pas. Ils pourrissent la vie de l'immense majorité de Français qui veulent simplement bien vivre ensemble. On n'a aucun cadeau à faire à ces gens-là. L'armée, on va retenir ça. L'immigration, une chance pour la France, Carl Olive, ou est-ce que vous dites comme Bruno Retailleau que ce n'est pas une chance pour la France? Je pense qu'il faut vraiment être mesuré. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Là, il a dit quelque chose d'excessif, le ministre de l'Intérieur. Il est dans son rôle, le ministre de l'Intérieur. Mais moi, je suis je viens des quartiers populaires, je viens d'une ville qui s'appelle Poissy, avec 27 000 salariés à l'époque chez Simca Chrysler, qui était une première génération d'immigrés. Et nous étions très heureux d'avoir ces personnes-là. Au début des années 70. Au début des années 70. Et on était très heureux. C'est des personnes qui sont parfaitement intégrées, il n'y a pas de sujet. Avec aujourd'hui des Français d'origine immigrés, il n'y a pas de sujet. Pour autant, on a une minorité, c'est comme tout le temps, on a une minorité. Et on a aussi des personnes qui sont en situation irrégulière, et c'est là où il faut mettre le paquet. Sur les personnes Mettre le irrégulières. paquet, ça veut dire quoi ? Mettre le paquet, c'est ne faire aucun cadeau. Il n'y a aucun cadeau à accueillir des personnes qui ne respectent pas les valeurs de la Ça République. passe par une nouvelle loi ou pas ? Ça peut passer par une nouvelle loi. Qui dirait quoi ? Qui viendrait juguler justement le fléau qu'on connaît actuellement. Parmi les propositions qui sont faites, mettre fin à l'automaticité du droit au sol proposé par Bruno Retailleau, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait sur la table, sur lequel on puisse échanger à l'Assemblée. Ce serait en contradiction avec ce qui fait la France, avec le modèle français. Oui, ça sera en contradiction. On peut être aussi à la marge sur un certain nombre d'exceptions où on voit bien que parfois on a quand même des grosses difficultés à simplement faire respecter la loi. Je vous donne également d'autres. Le rétablissement du délit de séjour irrégulier. C'est aussi quelque chose qui peut être corrigé. L'allongement des détention des étrangers clandestins de 90 à 210 jours, au même titre que les terroristes, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir mettre sur la table. Je pense qu'on ne peut pas se pincer le nez, se mettre un beau fouloir à jouer à Colamaillard, là, et puis regarder à côté. C'est pas possible, ça. C'est pas ce que les Français attendent. Si on veut aller sur ce sens-là, alors il ne faudra pas se plaindre d'avoir demain des extrêmes au pouvoir. Alors, extrême, justement, du côté de l'extrême gauche, le député LFI Thomas Porte a insulté et menacé Philippe Plotiot, un élu du Rassemblement national. C'était mercredi dans l'hémicycle. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, voilà, je cite ses propos, donc Thomas Porte à Philippe Plotiot, « Ferme ta gueule, toi, vas-y, dégage, on va s'expliquer dehors, tu vas voir, on va aller dehors, on va s'occuper de toi ». Il a lancé ça à son collègue député RN sur fond de divergence au sujet des propos tenus par Emmanuel Macron sur ce qu'il avait appelé la barbarie d'Israël. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que ce que j'ai déjà dit souvent, Frédéric Cazizar, c'est-à-dire que malheureusement, la France insoumise, quelle que soit, alors je généralise pas, parce que j'ai des bonnes relations avec quelques personnes de la France insoumise, mais à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est souvent la France insoumise, disons-le. Je disais que ces personnes-là étaient des dangers pour la société, je continue de dire que LFI est un danger pour la société. Et sur je disais que M. Mélenchon devrait être fiché S, oui, mais ça ruisselle. Aujourd'hui, c'est M. Porte, hier c'était M. Boyard, avant-hier c'était d'autres personnes. On a parlé de ce collègue malheureusement qui a eu ces sujets de drogue. Ça fait beaucoup. Et on le voit bien, moi je le vois bien dans les quartiers. Je suis né dans les quartiers. Ce que je vois dans les quartiers, c'est que 10 mensonges entraînent une vérité.
que ces personnes-là, quand vous leur dites, vous allez partir à 60 ans en retraite, vous allez travailler 30 heures par semaine, vous allez gagner 2 000 euros, ils y croient, dur comme fer. Et c'est ça le Mais alors, terreau de la France sur insoumise. cet incident dans l'hémicycle. Il y a une enquête interne qui va être Ouais. faite concernant Monsieur Porte, comme ça avait déjà malheureusement été le cas. Et j'entends bien que Yael Braun-Pivet et le bureau de l'Assemblée nationale prennent Vous savez que le bureau de l'Assemblée des sanctions. nationale n'est pas... vous n'êtes pas majoritaire au sein du bureau de l'Assemblée nationale, donc peut-être qu'il n'y aura pas de sanctions. Elle prendra. Je sais que Yael Braun-Pivet sait prendre ses décisions et ses responsabilités quand elle le faut. Thomas Porte, on va parler un peu de lui. Le 5 octobre, 2 jours avant le pogrom du Hamas, du 7 octobre, Porte interdit d'entrer à Gaza, se rend au Caire pour rencontrer un certain Abu Amir Boutassen Eleiva, un dirigeant d'Humanitaire, une organisation prétendument humanitaire, mais accusé par le Trésor américain de financer le Hamas, une organisation interdite aux USA et au Canada, et visée depuis le 23 novembre dernier par une enquête du parquet national antiterroriste français pour le financement du terrorisme, avec plus de 36 millions d'euros saisis en janvier. Les actions et les amitiés de Thomas Porte, est-ce qu'ils font de lui, comme certains le disent, un complice du Hamas ? Écoutez, très honnêtement, c'est vous qui me l'apprenez, Frédéric Aziza, ce qui s'est passé le 5 octobre. Évidemment que je déplore tout cela. Mais je le déplore parce qu'on a surtout, nous, une urgence en France. C'est de continuer à tout mettre en œuvre pour qu'on puisse bien vivre ensemble, pour qu'il y ait une paix dans ce pays. Et moi, je préférerais qu'on ait des conférences interculturelles, par exemple, systématiquement dans notre pays, plutôt que de la provocation, ou qui est une provocation en plus assumée. Monsieur Porte, quand dans un autre domaine, il est avec un ballon par terre, et il appuie sur le ballon avec la tête de monsieur Macron, monsieur Dussopt, c'est du même acabit. De quoi Porte est le nom ? Je sais pas. Je vais pas vous répondre à ça. Il symbolise quoi pour vous ? C'est l'incarnation de ce que représente pour moi LFI, la dégradation justement de la politique de l'extrême gauche. C'était pas ça. Même l'extrême gauche n'était pas ça. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a une caricature du nouveau Front populaire qui emmène avec lui la gauche, les écologistes et les communistes, parce qu'ils partent avec l'eau du bain. Et c'est bien dommage, parce que je pense que notre pays a besoin d'une gauche républicaine forte, comme il a besoin d'une droite républicaine forte. Et malheureusement, avec les exemples que vous venez de prendre, ce n'est absolument pas le cas, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'on vit ça à l'Assemblée nationale, Frédéric Aziza. Autre exemple, vous l'avez cité tout à l'heure, Louis Boyard, qui demande l'annulation du match France-Israël. Vous en pensez quoi ? C'est légitime ou pas ? C'est totalement c'est surtout irresponsable. C'est l'art et la manière de jeter de l'huile sur le feu. Et d'ores et déjà, on peut d'ores et déjà partager ensemble, Frédéric Aziza, le fait qu'il va falloir de nombreuses forces de sécurité pour assurer la bonne tenue de la rencontre. Donc la rencontre qui a lieu le 14 novembre au Stade de France. Hein. Oui, mais voyez-vous, déjà, on sait qu'il y aura une jauge qui sera diminuée. C'est-à-dire que là où, au Stade de France, on peut mettre 60 000 personnes, peut-être qu'il n'y aura que 30 000. Donc c'était une annonce du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Oui, mais on a baissé les bras par rapport à ça. On baisse les bras. On capitule. Bruno Retailleau baisse les bras. Non, mais je dis on capitule, on a perdu déjà. On a perdu cette rencontre. Alors que c'est le football, le sport en général, on l'a vu avec les Jeux Olympiques, et avec tous les pays qui étaient représentés, c'est un catalyseur social. C'est un formidable mouvement de paix. Oui, parce que vous venez du sport, hein, on précise. Oui, moi je suis l'ancien directeur des sports de Canal et je fonde, je dirais, une traçabilité de ma vie sur le sport. Mais je vous donne un exemple. Le match Belgique-Israël a été délocalisé. Délocalisé en Hongrie. Belgique-Israël. On a perdu. Pourquoi il a été délocalisé ? Parce que les autorités ont eu peur qu'il y ait des manifestations, peut-être à juste titre. Mais c'est terrible. Moi, c'est terrible. Ça me fait mal au cœur. J'ai le cœur qui saigne. Parce que là, on perd la guerre. On perd la guerre de la fraternité. On perd la guerre de la solidarité. On perd la guerre, finalement, de ce que nous, notre engagement premier, c'est le bien-être ensemble, le bien vivre ensemble. Moi, je vous le dis, ça me fait très mal au cœur de voir que, par exemple, le match Belgique-Israël n'a pas lieu en Belgique, que le match Israël-Belgique ait lieu en Hongrie, délocalisé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Israël. On peut l'entendre, mais c'est comme si demain, on nous disait que le match entre l'équipe de France et Israël ait lieu, par exemple, au Portugal. Mais on est où, là ? Vous parliez tout à l'heure, vous disiez, j'ai demandé à ce que Mélenchon soit fiché S. C'est toujours une demande que vous faites ou pas ? Et pour lui et pour d'autres élus de... Je redis que LFI est un danger pour la société et que nous le vivons au quotidien. Parce qu'il n'y a absolument pas de taulier. Mais bien sûr que moi je réclame que M. Mélenchon soit fiché S. Et ça changerait quoi ?
Ça changerait qu'on s'y prendra 2 fois avant de pouvoir, je dirais, considérer ces personnes-là au même titre que les autres, en ce sens où ils passent leur temps à appeler au chaos. La police tue, les chefs d'entreprise sont des salauds, les employeurs sont des salauds, là où Et ça les mérite employés sont... un fichage S? Bah écoutez, il y a des... Alors, dans Ça le fait un an que fichage... vous avez demandé ça n'a pas été Oui, mais, suivi d'effet. mais moi, je veux être à leur hauteur, hein, c'est-à-dire suffisamment provocateur pour que ça puisse interpeller Et donc il y en a d'autres qui les devraient être Français. fichés S à LFI ou pas pour Non, vous? mais je dis simplement que globalement, Ouais. la France insoumise, il faudra peut-être même se poser la question un jour sur l'extrême, les extrémismes de la France insoumise. Il faudra peut-être se poser la question de savoir si ce parti-là, il ne faut pas le dissoudre pour en créer un autre. L'interdire? Et, voilà, bien sûr. Interdire Bien LFI? sûr, bien sûr. Hein? Il faudra interdire LFI. Il faut interdire Bah, LFI. par moment, c'est les questions Et comment on fait pour qu'on peut se interdire poser. LFI? Ça, c'est quelque chose à voir avec le ministre de l'Intérieur. Ouais. Mais aujourd'hui, Un parti qui Frédéric a Azizat. 10 millions de voix, c'est compliqué. quand même. Oui, non, mais bien sûr que c'est compliqué. Et évidemment que toute la France insoumise n'est pas comme cela. Mm. Mais je peux vous dire que sur le terrain, on a vraiment des résultats qui sont catastrophiques parce qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. À cause de LFI? Bien sûr, ça devient de plus en plus compliqué parce que quand vous dites que la police tue, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une dégradation de l'autorité de l'État sur le terrain ? Quand vous dites que les chefs d'entreprise sont des salauds, comment voulez-vous que les employés, certains employés évidemment, ne réagissent ? C'est systématiquement de la haine. Et on le voit bien quand vous avez le collègue Boyard qui veut interdire le match France-Israël. Au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Alors justement, au nom de quoi? On y vient. Jean-Luc Mélenchon et ses amis ou ses camarades insoumis multiplient depuis des années, singulièrement depuis le programme du Hamas du 7 octobre, des déclarations et des tweets au relent nauséabonds, on va dire antisémites, sur le CRIF, sur des personnalités d'origine juive. On peut citer Yael Braun-Pivet, Elisabeth Borne, Ruth Elkrief, Benjamin Handel, le ministre, ou même Pierre Moscovici. Et là, c'était dès 2013. De quoi Mélenchon est-il le nom? En clair, Mélenchon, le républicain des années Mitterrand et Jospin, est-il devenu Mélenchon l'antisémite, Mélenchon l'héritier de Doriot? Vous avez certainement raison. C'est une question, moi. Non, mais moi, je ne juge pas, je pose des questions. Enfin, vous ne jugez pas, mais enfin, c'est quand même assez radical, votre présentation. Non, mais le Mélenchon, c'est Docteur Mélenchon et Mister Mélenchon. C'est Mister Jean-Luc. C'est-à-dire que le Mélenchon, que j'ai aussi pu connaître quand j'étais journaliste il y a une quinzaine d'années, est totalement différent du Mélenchon d'aujourd'hui. C'est extrémisé de façon totale. Et je vous le dis, c'est bien dommage. C'est bien dommage, parce que aujourd'hui, plus c'est gros, plus ça passe. Et je le redis, aujourd'hui, 10 mensonges de monsieur Mélenchon entraînent une réalité sur le terrain. Alors, de quoi est-il le nom, Mélenchon? De quoi est-il le nom? Oui. Qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise tout ce que moi j'exècre dans l'engagement politique. On peut avoir des avis divergents, des sensibilités différentes, mais le respect, moi, monsieur Mélenchon, c'est un adversaire, c'est pas un ennemi. Pour la France insoumise, tout est ennemi. Vous êtes pour ou contre. Et quand vous n'êtes pas pour, vous êtes contre. Et quand vous êtes contre, vous partez avec l'eau du bain où vous êtes suspicieux de tout. C'est pas ça, la politique. Alors, la politique, justement, le cas Emmanuel Macron. Une question anecdotique, d'après ce qu'il dit. Est-ce que vous comprenez qu'il est invité l'humoriste controversé Yacine Bellatar, proche des islamistes, anti-Charlie, ou encore condamné pour des menaces de mort, dans la délégation officielle qui accompagnait le président lors de sa visite d'État au Maroc? Écoutez, c'est le choix du président. C'est le choix. Vous avez l'habitude de parler franc. Oui, c'est le choix du président de la République. C'est le choix aussi des autorités marocaines partagées. Voilà, je sais pas. Ça vous a choqué ou pas? Je connais Yacine Bellatar, je le connais depuis gamin, et je vois bien que malheureusement, de la même manière, parfois ces provocations sont des provocations qui créent beaucoup plus de problèmes qu'elles ne génèrent de l'humour. Non, mais est-ce qu'il a bien fait? Il était dans l'avion présidentiel. Bonne chose ou pas? Vous avez vu toute la polémique qui a suivi? Oui, malheureusement, cette cerise a effacé le gâteau que souhaitait le président. La cerise Bellatar? Exactement. Je pense que la présence de M. Bellatar a effacé tout ce que souhaitait finalement le président de la République, en tout cas aux yeux des Français, parce que la communauté marocaine, je peux vous dire qu'elle est ravie de ce qui s'est passé au Maroc. Les bains de foule du président de la République, il y a très longtemps que le peuple marocain n'avait pas vu cela. Et ce sont des amis marocains qui me le disent de mes quartiers. Donc moi, je vais à la source. Et vous l'avez dit à Emmanuel Macron
avec qui vous avez des Bah, j'ai- échanges, vous lui avez dit que c'était une erreur ou pas? J'ai dit simplement que c'est bien dommage parce que tous les bains de foule, toutes les annonces qui sont des annonces historiques, la reconnaissance du Sahara occidental à l'endroit des Marocains, finalement sont presque, alors c'est vrai que c'est anecdotique, sont presque passées Ça a choqué derrière, beaucoup de monde. oui, mais sont passées derrière la présence de Yassine Donc c'est une Bellatar. faute. Je dis pas que c'est une faute, je dis je ne sais pas s'il recommencerait. Ah oui. Hein, vous lui conseillez de ne pas recommencer. Il n'a pas besoin de moi pour savoir tout ça. Est-ce que le Macron de cette fin d'année 2024 correspond au Macron que vous avez rejoint en 2022? C'est la même question si je disais, est-ce que le Frédéric Aziza qui a initié cette magnifique émission dans laquelle vous me faites l'honneur d'être invité en 1988 est le même qu'aujourd'hui? Peut-être pas. Vous savez Ce que je sais, c'est que moi j'ai toujours été fidèle au président de la République et qu'il n'est pas question aujourd'hui d'aller lui tirer à boulet rouge. Vous n'êtes Pour pas autant- déçu du macronisme alors? Si, je suis déçu du macronisme. Ah, vous êtes déçu Oui, du macronisme? oui, je suis Ah oui. déçu du macronisme parce Ah parce qu'à un moment donné, le grand dépassement est un grand dépassement qui est un dépassement systématique pour moi et dans des registres que parfois je ne partage Qu'est-ce pas. que ça veut dire déçu du macronisme et qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Ça veut dire que Emmanuel Macron n'a pas toutes les responsabilités, que nous sommes aussi fautifs de cela. Je vais vous donner des exemples. Dans le programme présidentiel, page 12, projet de loi retraite. Page 19, projet de loi immigration. Il n'a pas triché, le président de la République, c'était bien noté dans le programme présidentiel. Quand un mois après, vous êtes élu député avec le soutien du président de la République, mais parfois en mettant son image à côté de vous, vous ne pouvez pas lui faire un bras d'honneur en disant non, on ne veut pas du projet de loi de retraite et on ne veut pas du projet immigration. C'est ce qui s'est passé, y compris dans le socle commun. Ça s'appelle jouer contre son camp. Et ça, je n'accepte pas. Non, mais quand vous dites déçu du macronisme, ça veut dire Mais c'est un exemple. Non, mais c'est du macronisme, c'est-à-dire des macronistes ou du macronisme d'Emmanuel Macron? Non, je suis déçu globalement des limites de ce qu'on peut voir sur, entre guillemets, le en même temps. Et C'est l'exemple, la faute du président, ça. non, c'est une faute partagée. Oui, mais Non, mais c'est une faute à laquelle il partagée. participe. Oui, mais pour moi, c'est une faute partagée. Après, je ne suis pas toujours d'accord avec le président de la République, mais permettez-moi de vous dire que dans ces cas-là, c'est comme vous et moi, nous sommes en face l'un de l'autre. On se dit les choses. Une fois qu'on est sorti du studio, une fois qu'on est sorti de l'Élysée, comme dans le sport, une fois qu'on est sorti du vestiaire, on se trompe pas de camp. Et moi, je regrette que à un certain moment, on s'est trompé de camp. Après, on n'a pas été suffisamment On s'est efficace. trompé de camp, c'est-à-dire préciser les choses. Sur l'histoire, par exemple, des retraites, on était incapable d'expliquer ce qu'était le projet de loi de retraite. Au lieu d'aller, je dirais, vendre notre savoir-faire, on est allé démonter le supposé savoir-faire des adversaires. On l'a vu dans la campagne Donc, des régionales. Pas de campagne positive, vous voulez dire? Voilà, on n'a pas fait de campagne positive. Vous savez, quand dans le sport, vous regardez d'abord vos qualités avant d'aller défoncer le défaut des adversaires. On a fait exactement l'inverse. On en a pris une, et puis on en a pris deux. Je parle de gifles. Et aujourd'hui, je pense qu'on serait très Européenne heureux. et législative. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on serait très heureux d'être en majorité relative. Mais il est trop tard. Il fallait être un tout petit peu plus lucide auparavant. Donc vous êtes en minorité certaine. On est en minorité certaine, mais comme la France insoumise est en minorité certaine, comme le Rassemblement national est en minorité certaine. Nous sommes des minorités certaines qui entraînent des majorités incertaines. Et vous croyez que ça peut durer 3 ans comme ça? J'espère. Ouais. Non, mais j'espère Est-ce qu'on que aura... vous pensez qu'Emmanuel Macron pourra aller jusqu'au bout de son mandat? Je l'espère, je le souhaite. Vous pensez qu'il y a un doute là-dessus ou pas? Je le souhaite pour les Français. Moi, j'ai pas de doute sur ce sujet-là. Et dissolution, surtout... vous attendez une dissolution, une nouvelle? Non, j'attends pas de dissolution. Non, mais moi, je suis plutôt raisonnablement optimiste de nature, Frédéric Aziza. J'espère qu'on trouvera avec les collègues, plutôt que de travailler les uns à côté des autres, les uns contre les autres, les uns parfois derrière les autres, j'espère qu'on travaillera ensemble. Parce que le pays est plus important que le parti. Alors, le pays est aussi l'international. Emmanuel Macron a choqué parfois, aussi bien en Israël qu'au sein de la communauté juive, à travers ses déclarations sur Israël qui sème la barbarie dans sa guerre contre le Hamas et le Hezbollah, ou aussi sa demande de cesser de livrer des armes à Israël. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que, connaissant le président Macron, il ne faut pas dénaturer le contexte dans lequel il emploie, ou il a pu employer ces expressions. La situation est suffisamment sensible pour ne pas, encore une fois, jeter de l'huile sur le feu. Moi, je ne veux pas aller, encore une fois, aller vous dire aujourd'hui ce que je reproche aux autres. C'est-à-dire, je préfère qu'on se hâte lentement, je préfère qu'on pose les choses. Et le président de la République, d'ailleurs, a dû revenir sur l'ensemble de ce qu'il avait dit, ou parfois ça a été déconnecté. Et je pense qu'on a en tout cas un intérêt, Frédéric Aziza, aujourd'hui. C'est que faire comprendre que le peuple d'Israël a tous les droits de pouvoir se défendre. Pour autant,
on a un respect à avoir des populations civiles. Moi, je suis un fervent défenseur parce que j'aime le peuple israélien. Pour autant, je ne cautionne pas le gouvernement de M. Netanyahou. Et je soutiens le peuple palestinien et il est hors de question que je soutienne le Hamas. Il faut être très clair par rapport à ça. Le Hamas, c'est pas la Palestine. Les Palestiniens, ce sont pas le Hamas. Lié à ce conflit du Proche-Orient, le directeur de l'IRIS, Pascal Boniface, a été au centre d'une polémique après avoir qualifié le maire PS de Saint-Ouen, Karim Bouamran, de musulman d'apparence, à qui il a rapproché de ne pas critiquer Netanyahou et donc de bénéficier d'une grosse promo médiatique. Je cite les termes de Boniface. Comment expliquez-vous qu'une personnalité publique comme Boniface, souvent présent sur les plateaux télé, puisse utiliser une rhétorique raciste pour qualifier un élu de la République? Je pense que Pascal Boniface, qui par ailleurs fait un travail remarquable à l'IRIS depuis des années, peut-être autant que vous, depuis 88, là pour le coup a raté une occasion de se taire. Et je pense qu'il en est parfaitement conscient. Je mets ça plus sur la faute d'obstacle là. C'est vraiment une erreur. C'est une erreur personnelle. Je pense absolument pas que Pascal Boniface pensait cela de la part d'un élu. Et maintenant, je vais vous dire deux choses. Parce que je connais particulièrement, alors je connais bien Pascal Boniface, mais je connais très bien Karim Bouamran, qui est l'exemple même de l'engagement local. Karim Bouamran, il n'est pas né avec une cuillère dorée dans la bouche, il s'est fait tout seul. Il s'est fait tout seul au cœur des quartiers. Il s'est fait tout seul dans la traçabilité à Saint-Ouen qui a été la sienne dans les universités, les écoles qu'il a pu faire aujourd'hui. C'est un maire exceptionnel, Karim Bouamran. Et vous voyez, il est plutôt d'une sensibilité politique qui n'est pas la mienne. Pour autant, quand on est maire, eh bien voilà sur quoi on se retrouve. Moi, je soutiens Karim Bouamran de toutes mes forces. Et si j'étais un habitant de Saint-Ouen, je pense que je voterais Karim Bouamran. Ah oui, vous pourriez voter socialiste. Bien sûr. Alors, pour conclure... C'est pas une tare. Non, si Bernard Cazeneuve était Premier ministre, je serais très heureux que Bernard Cazeneuve... Ça aurait été mieux que Barnier ? Ah, je dis absolument pas ça, parce que moi, je pense que Michel Barnier, je vais vous dire, je pense que c'est une révélation de cette rentrée. Ouais. Je pense que Michel Barnier aura moins de difficultés à tenir son gouvernement que, par exemple, Gabriel Attal à tenir son groupe sur le socle majoritaire. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça devient très compliqué. Tout le monde pense tout et son contraire, et on a des grosses difficultés. Donc, faut le dire. Barnier, un champion... Attal, non, mais ne m'embarquez pas, Frédéric Caziza, je vous connais, m'embarquez pas sur des caricatures. Pas du tout. Et Gabriel Attal a fait un travail remarquable et je pense qu'il a un boulevard devant lui. Mais il faut être vigilant parce que la course en 2027, elle n'est pas gagnée. Justement, qu'est-ce que vous avez dit ? C'est Attal ou Barnier qui a un boulevard devant lui ? Je pense que Gabriel Attal a un boulevard devant lui. Je vois bien ce qui se passe au niveau du groupe, au niveau de l'empathie qu'il peut avoir. Et vous trouvez que c'est une bonne chose qu'il prenne le parti ? Et est-ce qu'il peut cumuler les deux postes ? La concentration des pouvoirs, elle est compliquée. Maintenant, c'est un choix et ça sera le choix des militants. Alors, vous dites que Barnier, c'est la révélation de cette rentrée. Ouais. Est-ce que la logique ne serait pas qu'il y ait, et puis vous parlez aussi d'Attal, de la réussite de Gabriel Attal, est-ce que la logique, ce ne serait pas qu'il y ait un candidat commun, du socle commun à la présidentielle de 2027 ? Ce que je sais, c'est que on parle de Gabriel Attal, on parle de Michel Barnier. Moi, je peux aussi vous parler de Gérald Darmanin, que je soutiens, je connais depuis des années, qui vient d'ouvrir son creuset d'idées populaires. Et je pense que c'est une très belle idée dans un pays qui manque d'idées. Édouard Philippe, vous l'avez cité. Je faisais partie de la table des maires quand Édouard Philippe était Premier ministre. Je pense que là, on a un sacré casting. Est-ce qu'il faut un candidat commun ? Sélection. LR Renaissance. LR Renaissance, Modem, Horizon. Disons les choses, Frédéric Caziza. Si jamais on ne s'organise pas, si jamais on ne s'entend pas, alors on peut mettre un billet tous les deux. Au deuxième tour, ce sera LFI contre le Rassemblement National. Et on sera à la foire à l'oignon, on aura que nos yeux pour pleurer. Donc il faut un candidat commun. Je pense qu'il faudra un candidat commun. Avec des primaires ou pas ? Comment tu choisis ce candidat commun ? Non, je pense qu'il ne faut pas de... Je ne suis pas favorable à la primaire. On a vu la catastrophe de la primaire, notamment pour les collègues. Il faut vous mettre d'accord. Il faut se mettre d'accord. Et ça peut être un candidat Renaissance, ça peut être un candidat LR. J'espère que ce sera un candidat qui sera plutôt d'une sensibilité de droite humaniste populaire pour que... c'est Darmanin, ça ? Ça peut être en tout cas un Gérald, un Édouard Philippe, peut-être d'autres. Vous savez, il y a un beau casting. Retailleau, par exemple. Monsieur Wauquiez, monsieur Retailleau, monsieur Lisnard, le maire, en tout cas, il en faut un seul. Le maire de Cannes. Je pense qu'il en faut un seul. Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour la démocratie de vivre ensemble ? C'est la mélanchonisation des esprits ou la lepénisation des esprits ? Moi, je juge sur les faits. Ouais.
Je juge sur les faits. Je juge peut-être pas naïvement sur l'histoire, mais je juge sur les faits. Ce que je constate, c'est que depuis 2 ans, le bordel, il vient de l'extrême gauche. Il vient pas de l'extrême droite. Je juge que depuis 2 ans, à force de banaliser, à force plutôt de d'hystériser ce qui se passe du côté de l'extrême droite, on n'a jamais fait aussi bien que de pouvoir les renforcer. Moi, j'étais de ceux qui considéraient qu'il fallait avoir un exécutif à l'Assemblée nationale, y compris avec l'extrême droite, comme on en a un avec la France insoumise. Ce choix n'a pas été suivi. C'est bien dommage parce qu'on a fait simplement une chose, c'est de faire monter encore un peu plus le Rassemblement national dans les sondages. Vous n'avez pas vraiment répondu à la question que je vous posais. Vous parliez de la présidentielle de 2027. Le Pen, Mélenchon, vous faites quoi? Puisque vous dites que c'est un risque. Ah non, mais attendez, on n'en est pas là. Non, mais vous faites quoi? Vous avez évoqué ce sujet. Non, moi je suis pas Madame Soleil. Moi je suis pas Madame Soleil. Donc je vais surtout me battre pour que le candidat que je soutiendrai soit au second tour. Et le moment venu, on prendra ses responsabilités. Vous pourriez voter Mélenchon ou pas? Non, je ne voterai pas Mélenchon. Et Le Pen Frédéric Aziza, écoutez-moi. On m'a fait la même chose, ce même procès, pas un procès, mais c'est l'injonction à répondre avant la législative, où on m'a dit, mais au deuxième tour, vous allez voter qui dans votre propre circonscription? C'est-à-dire que j'étais déjà battu avant l'heure. Et non seulement j'ai été élu, mais le Rassemblement national et la France insoumise se sont maintenus. Donc la question ne s'est pas posée. Ce qui me rend, je crois, un tout petit peu plus légitime que dans certaines contrées. Donc m'emmenez pas sur ces sujets-là. Et moi, je suis en tout cas déterminé à faire en sorte que pour les Français, on ait un candidat ou une candidate qui puisse cocher toutes les cases pour pas que nous ayons à vivre des moments que nous ne souhaitons pas avoir. Merci en tout cas, Carl Oli, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. À dimanche prochain. Merci.